Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple, le rendez-vous des métiers du droit. Je m'appelle Delphine Bordier et pour avoir exercé des fonctions juridiques différentes, avocate, juriste d'entreprise, responsable juridique, directrice juridique et aujourd'hui LegalOps, je sais qu'au cours de sa carrière, on se pose forcément des questions sur son métier, son projet, les métiers émergents. Et ça tombe bien, c'est justement ce dont je vais vous parler tous les 15 jours. J'interviewe des professionnels du monde juridique, passionnés par leur métier, qui vous dévoilent leur parcours, leur vision du droit, leurs défis et leurs succès. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, venez découvrir les métiers juridiques, soyez curieux et surtout, partagez autour de vous. Bonne écoute! J'accueille aujourd'hui François L'Hospitalier, General Counsel depuis plus de 20 ans. Il a évolué dans la tech, Microsoft, AvantQuest, Orange et Virgin Mobile et dans l'événementiel sportif, Roland-Garros et la Fédération française de tennis. Il est également vice-président de l'AMJE et membre actif du Cercle Montesquieu. Bonjour François, ravi de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Bonjour Delphine, ravi de participer. Merci pour ton alors la invitation. première question peut-être, comment vas-tu? Écoute, très bien, en pleine forme. Est-ce que tu peux peut-être d'emblée te présenter alors sur un plan personnel et puis peut-être aussi professionnel? Oui, bien sûr. Écoute, moi, je suis juriste de formation. Au départ, je voulais d'ailleurs faire du journalisme et pas être juriste, mais on y reviendra sans doute après. Et puis, j'ai une carrière qui est principalement faite dans la tech, dans les télécoms et dans l'informatique, aussi bien dans des grosses structures comme Microsoft ou Orange ou dans des plus petites en mode start-up comme AvantQuest et Virgin Mobile. Et ma dernière expérience, c'était dans un monde complètement différent puisque c'était dans l'événementiel sportif à la Fédération française de tennis pour travailler principalement sur Roland-Garros. Et donc, j'ai évolué comme ça au fil des années en me seniorisant sur des fonctions de juriste à des fonctions de general counsel ou de directeur juridique. On en reparlera peut-être par la suite avec un périmètre assez large qui englobe pas que des fonctions juridiques, mais qui va au-delà sur du lobbying, sur des assurances, sur des affaires publiques. Et puis, accessoirement, à mes heures perdues, je m'investis aussi dans la défense du métier puisque je suis membre d'associations comme l'Association française des juristes d'entreprise depuis maintenant 22 ans, dont je suis vice-président, et puis également du Cercle Montesquieu. Oui, voilà, on en reparlera effectivement. Ouais. On en reparlera de tout ça. Alors justement, tu viens de dire, tu as débuté ta carrière comme juriste chez Orange, c'est ça, dans les télécoms. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience dans un grand groupe international? Ce qui était intéressant, c'est quand je suis arrivé, j'étais très junior, je sortais de Microsoft où j'avais passé une grosse année pour arriver chez Orange. Et j'étais encore très junior, quoi. Quand on sort de la fac, on a l'impression qu'on sait faire plein de trucs et en fait, on apprend quand même beaucoup le métier sur le tas, j'allais dire, et on ne sait pas faire autant de choses que ça. Et en plus, moi, je rentrais dans un univers industriel qui était les télécoms où je n'étais pas spécialiste du sujet et j'ai démarré dans une division qui était très techno, puisque c'était dans la division des réseaux internationaux. Donc, mes interlocuteurs, c'était des ingénieurs télécoms qui me parlaient de choses auxquelles, pendant les premiers mois, je ne comprenais absolument rien. Donc il y a eu un gros challenge pour comprendre le business. Et je dis ça parce que je pense que dans différents secteurs, je crois que ça nous est tous arrivé. Hein. Voilà, je pense qu'il y a un besoin d'acculturation et de comprendre le business. C'est pour ça que je donne cette anecdote-là. Et c'est vrai que les 6 premiers mois, j'ai dû apprendre et essayer de comprendre ce qu'ils me racontaient. Et au départ, je ne comprenais pas grand-chose. Bon, maintenant, je suis capable de dessiner intégralement les différentes couches d'un réseau télécom et de parler quasiment d'égal à égal avec eux. Donc ça, c'était un vrai challenge. Et je pense que c'est un vrai challenge quand on arrive dans une nouvelle entreprise, de bien comprendre nos interlocuteurs, leur langage et leur business. Et après, sur un plan plus métier juridique, moi, ce que ça m'a appris dans cet environnement-là, où j'ai passé 8 ans chez Orange, c'est l'environnement et la structure, effectivement, d'un groupe français coté à dimension internationale, avec sa dimension matricielle, où tu évolues à différents niveaux dans un groupe de cette taille.
Oui, exactement. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, au-delà d'apprendre son métier de juriste, effectivement, il faut apprendre à connaître aussi l'entreprise, ses codes, les différents services. Et d'autant plus dans une grande entreprise comme Orange. Comment tu as fait, toi, pour te familiariser avec tous ces nouveaux, pas seulement vocabulaire, mais aussi départements, quoi. Bah, faut vraiment comprendre le métier. Et quand je dis comprendre le métier, il y a d'abord comprendre la structure. Je pense que l'une des premières choses à faire quand on arrive dans une entreprise, c'est de bien étudier l'organigramme pour savoir qui fait quoi, où sont les centres de décision, où sont les rapports de force. On sait qu'il y a toujours quand même des considérations un peu politiques de temps en temps. Donc vraiment déjà comprendre qui fait quoi dans l'entreprise, et si on peut l'avoir étudié même avant d'arriver dans sa prise de poste, c'est un gain de temps énorme. Et quand je dis comprendre qui fait quoi, c'est d'avoir rencontré les gens. Moi, quand j'arrive dans une nouvelle entreprise, en général, j'essaie de rencontrer mes principaux interlocuteurs, que ce soit mon équipe ou mes pairs, avant de prendre mon poste officiellement. Ce qui fait que c'est un gain de temps si on arrive à le faire absolument gigantesque par rapport à une prise de poste où il faut qu'on s'imprègne des dossiers et rencontrer les gens en plus. Si on a déjà rencontré les gens avant d'arriver, qu'on a déjà créé quelques affinités aussi, c'est un gain de temps énorme. En fait, c'est le côté humain dont on parlera sans doute par la suite, mais qui me paraît super important. Et ça, tu penses que Et c'est aussi faisable quand on est plus junior? oui, oui, je pense que c'est une question de dynamique et d'état d'esprit. Alors, on ose peut-être moins le faire quand on est junior, puis on n'a pas non plus, quand on est junior, les mêmes personnes à rencontrer. C'est-à-dire quand vous êtes plus senior et membre d'un comité de direction, Tout il à faut que fait. vous rencontriez toutes les personnes qui sont présentes au comité de direction. Donc, ça fait plus de monde. Quand vous êtes junior, rencontrez déjà vos collègues de la direction juridique, rencontrez quelques opérationnels, un ou deux clés, mais je pense qu'on peut le faire. Et en plus, il y en a moins à faire quand on est junior. Donc, et puis, ça donne une image quand même très, très bonne quand on arrive. Ça montre qu'on s'intéresse vachement et qu'on est déjà embarqué dans une aventure alors qu'on ne l'a pas encore démarré. Donc, je pense que ça dénote un état d'esprit, à mon avis, qui est très positif. Et je peux peut-être donner aussi une anecdote dans cette première aventure chez Orange. Quand je suis arrivé justement au milieu de ce monde d'ingénieurs télécoms, bon, ils voyaient le juridique. Alors, on parle de ça il y a quelques années maintenant, puisque j'ai un peu plus de 20 ans d'expérience. Oui, Il y quelques avait années. quelques années, voilà, c'était hier. Non, la fonction juridique a évolué. Et il y a 20 ans, on la voyait encore de temps en temps, pas pour tous, mais comme un peu les empêcheurs de tourner en rond. Je pense que cette période est révolue maintenant, mais bon, voilà, il fallait travailler avec les juristes, qui allaient travailler sur les contrats. De temps en temps, certains pouvaient considérer que c'était un frein, un ralentissement, etc. Moi, j'ai un peu ressenti ça. En plus, j'étais junior, donc on est arrivé avec le juriste junior qu'on allait mettre sur les dossiers. Bon, est-ce qu'il allait vraiment être une plus-value ou pas? Bon. Et je me souviens très bien du chef de projet avec lequel je travaillais sur le déploiement du réseau de télécom européen d'Orange, qui me le faisait un petit peu sentir, quoi, en m'expliquant que c'était gentil de venir mettre son nez dans ses affaires, mais qu'il m'avait pas attendu pour avancer. Ouais, et C'était un peu comme ça le pas début. vraiment besoin de toi, quoi. Mais que tu étais là Voilà, parce qu'il fallait être là. voilà, parce Hmm. qu'on c'était un peu passage obligé, mais que c'était pas vraiment son choix. Eh bien, au fur et à mesure des dossiers que j'ai eu la chance de travailler avec lui, notamment à l'international, un dossier en Italie qui était absolument passionnant, je peux dire qu'au bout de 2 ans de travail et de compréhension mutuelle, à chaque fois qu'on faisait un déplacement pour une négo sur un dossier en Italie, la première personne de l'équipe de négo qui l'appelait pour connaître sa disponibilité, pour caler le reste de l'équipe, c'était moi. Je me suis dit que j'avais fait pas mal de chemin, de compréhension et de travail avec lui pour que on passe de l'état où il me traînait un peu comme un boulet et comme une contrainte à pour venir dans la négo, et c'est le premier à qui il demande pour caler tout le reste de l'organisation là-dessus, quoi. Et c'était hyper satisfaisant. Moi, je pense qu'il y a un gros travail aussi des juristes à faire sur faire comprendre notre métier en général aux opérationnels, hein. Complètement. Et je pense que c'est un travail qui se fait à deux niveaux. Il y a évidemment le positionnement de la direction juridique dans l'entreprise avec le positionnement de son ou de sa directrice juridique et son positionnement par rapport à ses pairs, par rapport au COMEX. Donc un positionnement un peu statutaire et un rôle de leader
de celui qui manage la direction juridique, mais c'est un rôle quotidien de tous les juristes de l'équipe, jour après jour. C'est surtout ça qui est important aussi pour le faire comprendre avec ses interlocuteurs et montrer au quotidien sa plus-value. Moi, quand je suis l'exemple dont je parlais chez Orange, je n'étais pas du tout directeur juridique à l'époque, hein. J'étais jeune juriste junior et je l'ai fait jour après jour et ça se construit, ça. Alors ensuite, tu quittes Orange pour rejoindre AvantQuest. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est Oui, rencontrés en 2008. absolument. Et aujourd'hui, c'est Clara Nova, je crois. Donc là, tu Oui, étais tout à fait. directeur juridique. Alors, on reviendra plus tard sur ce terme de directeur juridique, hein. Et Mhm. c'était quoi ta principale motivation? Qu'est-ce qui t'a fait changer d'un énorme groupe international à cette entreprise AvantQuest? Alors, plusieurs choses. D'abord, j'avais le souhait de prendre plus de responsabilités au niveau managérial. J'avais la possibilité chez Orange de continuer une carrière et surtout dans des fonctions, c'est-à-dire en direction juridique corporate ou en droit des sociétés ou en concurrence. Moi, c'était pas mon choix. Je voulais continuer à accompagner les opérationnels sur des aspects très business. J'ai décidé, en étant chassé aussi à ce moment-là, de rejoindre AvantQuest, donc pour prendre cette responsabilité managériale. C'est à ce moment-là où je suis devenu directeur juridique et que j'ai commencé à manager une équipe. Donc ça, c'était une de mes principales motivations. Et puis l'autre, je voulais aussi voir si j'avais une capacité à travailler justement dans d'autres structures que celles que j'avais connues jusqu'à maintenant, assez grosses et internationales comme Microsoft et Orange, de façon à ce que je puisse savoir si je pouvais travailler aussi bien dans un grand groupe international ou dans une petite structure. Chez AvantQuest, on était 400 à peu près, donc avec des dimensions comme une mesure avec Orange où on était 180 000. Et donc, je voulais aussi me confronter à ça, de voir si j'étais capable de manager une équipe, de faire partie d'un comité de direction, puisque c'est à ce moment-là, en tant que directeur juridique, j'ai été membre du comité de direction. J'avais 33 ans à l'époque, ce qui n'était pas très vieux, donc c'était un beau challenge aussi. Et donc, je voulais voir si j'étais capable de prendre ces responsabilités-là dans une structure qui n'avait rien à voir. Ce qui m'a permis de valider ça finalement une fois que les choses se sont faites et ce qui m'a permis de m'ouvrir d'autres perspectives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, la taille de la structure importe peu. Je peux Hmm. travailler aussi bien dans un groupe de 200 000 personnes ou dans une start-up de 200 personnes. Je sais Ouais. faire les deux et je suis en capacité de le faire. Mais je voulais le tester, quoi, parce que c'est pas évident à faire. Les modes de fonctionnement sont pas les mêmes. Ouais, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans ce passage de grande structure à entreprise de taille beaucoup plus modeste? Ça m'a pas surpris parce que l'idée que je m'en faisais a correspondu à la réalité, mais on sait que d'une part, de par la position que j'occupais, donc de directeur juridique versus juriste, forcément, il y a plus de responsabilités, plus d'exposition, et on fait partie, et c'est ce que j'étais venu chercher, de l'équipe de direction. Donc le rôle change complètement, et donc du coup, on est plus exposé quand on est juriste dans un grand groupe, ben, on a un manager, on a un directeur qui lui-même rapporte au directeur général. Donc, j'allais dire, il y a des échelons, mais on n'est pas en première ligne sur les prises de décision et de responsabilité, quand ça va ou quand Ouais. ça va pas, d'ailleurs. Là, bah, c'est une exposition que j'ai cherchée et que je souhaitais avoir, mais qui est complètement différente. Et en plus, l'autre grosse différence, pour répondre à ta question, c'est la nature de la structure, avec une structure beaucoup plus réduite, c'est que quand tu as une décision à prendre ou quand tu es sollicité, ça prend pas 4 jours, quoi. C'est-à-dire Hmm. qu'en dans la journée ou en 2 jours, maximum, c'est fait. Mais Les est-ce que tu as prises, eu l'impression que la vision des opérationnels, puisqu'on en parlait tout à l'heure, était différente sur le juridique dans une structure de plus petite taille que chez, par exemple, Microsoft ou Orange? sans doute pas. Tu as raison. J'ai pas senti la même chose. Alors après, comment l'analyser? Est-ce que c'est dû aux fonctions différentes que j'occupais et l'expérience que j'avais prise? Ça a dû sans doute jouer aussi un petit peu. Est-ce que c'est dû à la taille de la structure? C'est aussi sans doute une explication parce que voilà, on est dans une équipe beaucoup plus resserrée, donc on voit peut-être plus aussi le rôle de chacun dans une équipe plus resserrée que quand on est, j'allais dire, noyé dans la masse. Je pense qu'il y a le secteur aussi qui faisait sans doute, c'est-à-dire que dans un secteur IT comme ça, où les choses bougeaient beaucoup et on était en phase de révolution technologique, il y a peut-être une dynamique un peu comme on le voit aujourd'hui dans la tech, qui faisait qu'il y avait un état d'esprit un petit peu différent. Je pense que c'est une conjonction
de tout ça. Chez AvantQuest, je crois que tu as créé même le service juridique. Tu avais une équipe. Quels ont été pour toi les pièges ou alors même les étapes essentielles de cette création d'équipe? Alors, je ne l'ai pas créé, j'ai repris une équipe que j'ai faite un peu grossir. Moi, c'était vraiment un challenge parce que j'avais jamais vraiment managé d'équipe avant de prendre en main cette direction juridique-là. Donc, on apprend là aussi, j'allais dire, un petit peu sur le tas, même si on a quand même quelques idées de la façon dont on veut manager, à commencer par reproduire ou au contraire ne pas reproduire la façon dont on a été managé. Hein. On a tous été managés avant d'être manager. AvantQuest, ça a été finalement, je pense, ma plus grande satisfaction managériale, au sens où lorsque je suis parti, c'est poser la question de ma succession. Et l'une de mes très grandes satisfactions managériales, ça a été qu'une personne que j'avais recrutée dans la constitution de mon équipe, je l'ai accompagné pour qu'il prenne ma succession. Et d'un point de vue managérial, c'est extrêmement satisfaisant. C'est-à-dire que, un, on ne s'est pas planté sur le recrutement au départ. Deux, on a réussi à faire grandir quelqu'un dans son équipe. Et trois, on le prépare pour prendre la suite. Je pense que d'un point de vue managérial, c'est ce qui peut être le plus satisfaisant. Et justement, alors c'était quoi ton rôle en tant que directeur juridique chez AvantQuest et surtout ton positionnement dans l'entreprise? Parce que là, tu étais membre du CODIR ou du COMEX, je ne sais pas. Ouais, absolument. Du coup, il y avait cette. Alors, c'était une société cotée déjà. Oui. Un petit groupe par rapport à Orange, puisqu'on faisait quelques centaines de millions de chiffres d'affaires et on était quelques centaines. On avait une grosse partie de notre chiffre d'affaires aux États-Unis, donc il y avait beaucoup d'activités internationales. J'ai fait beaucoup de droits boursiers à ce moment-là que je ne connaissais pas, donc on a fait pas mal de M&A aussi, d'acquisitions. On faisait à peu près 2 opérations par an, donc voilà, moi j'y suis resté 4 ans, on a fait un peu plus une dizaine d'opérations. Je travaillais énormément avec le directeur financier, qui était d'ailleurs le directeur général adjoint. Donc, et le positionnement, il était donc du coup rattaché au directeur général, membre du COMEX. Et voilà, on sentait qu'il y avait une attente, quoi. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. Une fois que vous avez ce positionnement, et moi j'incite tous les directeurs juridiques à évidemment être rattachés au directeur général, au président, au CEO, en tout cas au plus haut niveau de l'entreprise, parce que c'est essentiel de participer à la stratégie, c'est essentiel d'être présent au COMEX. Moi, je suis toujours assez fasciné d'entendre de temps en temps que on peut reprocher parfois aux juristes de ne pas être assez stratégiques. Mais comment on peut leur reprocher ça s'ils ne font pas eux-mêmes partie des instances stratégiques? Je trouve qu'il y a un truc qui colle pas là-dessus, quoi. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut revendiquer dans les recrutements, y compris quand les directeurs juridiques prennent le poste, le rattachement au plus haut niveau de l'entreprise et la présence au COMEX. Oui, pour faire partie des instances décisionnaires, en fait. Hein. Il faut effectivement être stratégique. Oui, bien sûr. C'est pas pour une question d'ego ou d'ego mal placé, etc. C'est simplement pour apporter la contribution qu'on doit apporter la plus forte possible à la stratégie de l'entreprise. Mais il faut faire partie de ces cercles de décision pour la connaître. Si vous êtes loin de ces cercles de décision, vous n'êtes pas en mesure d'apporter le conseil le plus avisé parce que vous n'avez pas tous les éléments qui sont nécessaires pour prendre les décisions. Donc ça, je pense que c'est super important et moi, j'en ai vraiment pris conscience à ce moment-là, quoi. Alors, en 2012, tu rejoins Virgin Mobile. Là, c'est plus culture start-up, tu m'avais plutôt dit ça. Est-ce que le rôle du directeur juridique, justement, il est très différent lorsqu'on rejoint ce type de structure versus grand groupe, ETI, que tu avais connu avant? Apprendre l'environnement et la culture de l'entreprise. Ça rejoint la dimension être impliqué dans le business et vraiment comprendre ses interlocuteurs et comprendre l'entreprise dans laquelle on est. Pourquoi je dis ça? C'est donc je revenais dans les télécoms, les télécoms dans lesquels j'avais passé 8 ans et que je connaissais bien. Donc l'industrie, je la connaissais parfaitement, mais je la connaissais chez un leader, un ex-monopole qui était numéro 1, qui était Orange. Là, j'arrivais dans une entreprise qui avait une casquette de challenger. Donc le positionnement, les enjeux et les prises de risque sont complètement différents lorsque vous êtes chez un leader qui s'appelle Orange et lorsque vous arrivez chez un challenger qui s'appelle Virgin Mobile. Que par exemple, en termes de droit de la concurrence, vous n'avez pas les mêmes marges de manœuvre et vous pouvez avoir des prises de risque un peu plus fortes. Vous pouvez être un peu plus agressif. Donc ça, il faut le comprendre en fait. Et il faut bien comprendre l'environnement business dans lequel on est pour, encore une fois, apporter le conseil stratégique, juridique, business
aux opérationnels avec lesquels vous travaillez. Donc, moi, ça a été le plus gros changement. Il y avait évidemment la question de la structure, mais comme je sortais d'AvantQuest, ça y est, j'avais compris ce que c'était une ETI et en l'occurrence une start-up. Donc, j'ai été plutôt familiarisé à ça de par ma précédente expérience chez AvantQuest. Donc, la structure était très différente d'Orange, mais voilà, c'était surtout le positionnement business industriel et la position de challenger qu'on allait devoir aller chercher avec des prises de risques plus importantes. Donc, ça, faut en prendre conscience et il faut l'intégrer quand vous êtes juriste ou directeur juridique parce que, voilà, si on veut être un juriste très orienté business, faut pas agiter que des chiffons rouges tout le temps, pas dire non, on peut pas, et au contraire, il faut trouver des solutions. D'après toi, quelles sont les aptitudes vraiment indispensables pour réussir et surtout pour convaincre au COMEX? D'abord, je pense qu'il faut beaucoup travailler, une capacité à travailler, à se rendre disponible, à être à l'écoute, à montrer sa plus-value, à accompagner les décideurs et ses pairs, passer du temps avec eux, comprendre leurs besoins. Voilà. Je pense que c'est le terreau nécessaire, encore une fois, pour délivrer un conseil le plus avisé possible et montrer la plus-value. Faut être disponible d'une certaine façon, j'allais dire, faut se rendre un peu indispensable. Donc faut pas qu'on soit le passage obligé, un peu fardeau, faut passer par les juristes. Non, faut se rendre indispensable au sens où la dimension juridique, de toute façon, elle est présente partout. Moi, j'ai une maxime que j'utilise volontiers, qui est devenue un peu ma marotte, en disant il y a pas de problème juridique. Je vous entends souvent, il y a un problème juridique. Non, pour moi, il n'y a pas de problème juridique. D'abord, il n'y a que des solutions juridiques. En revanche, tous les sujets et toutes les problématiques ont une composante juridique, ce qui est très différent. Et il faut analyser cette composante juridique pour en trouver la solution et aider à continuer à faire du business. Mais ce n'est pas un problème juridique en tant que tel. Faut être voilà, porteur de solutions. C'est pour convaincre, il faut vraiment montrer qu'on est en capacité de proposer des solutions, analyser les risques à sa juste valeur, pas pour faire peur, mais pour les prévenir et apporter des solutions pour prendre une décision et faire partie de cette décision. Si on veut jouer un rôle stratégique et un rôle d'équipe comme ça au sein d'un CODIR et dans un COMEX, il faut montrer qu'on fait partie de l'équipe, quoi. Alors, on parle depuis tout à l'heure de directeur juridique, mais je crois que savoir que tu préfères le terme anglo-saxon de General Counsel. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et quelle différence tu fais avec la fonction de directeur juridique, justement? Parce qu'aujourd'hui, Merci tu ne te pour cette présentes pas question. comme directeur juridique. Moi, Non, je me suis absolument. permis, mais Non, non, merci pour cette question. Non, c'est vrai que c'est une parce que c'est problématique qui peut important, paraître. et je pense que les gens font pas, enfin même les juristes, font pas forcément, jeunes ou moins jeunes, font pas forcément une différence, et il y en a vraiment une. Donc, est-ce que tu peux essayer de l'expliquer oui, de l'interpréter? Avec plaisir. Ça peut paraître une problématique sémantique, technique, sans importance. Je pense qu'elle en a plus qu'elle n'y paraît. Bon, le directeur juridique, tout le monde voit bien ce que ça recouvre. C'est la personne qui est en charge des affaires juridiques de l'entreprise. Après, il faut voir ce qu'on met dans les affaires juridiques. Ce qu'on constate, c'est que depuis plusieurs années, et c'est heureux, c'est que la place du directeur juridique est grandissante, que ce soit dans les rattachements, dans les positionnements ou dans son périmètre. On peut parler de la compliance, de la gestion des risques, des assurances, de l'immobilier, de la gouvernance. Voilà, je pourrais faire des affaires publiques, je pourrais faire une liste, j'allais dire, presque indéfinie. Et je trouve que le titre de directeur juridique ne reflète pas ça. D'ailleurs, on voit de temps en temps certains titres qui ont tendance à se rallonger. Vous avez quelqu'un qui va être directeur juridique, Oui, tout à affaires fait. publiques, immobilier, assurance. Il Ouais. commence à faire long à mettre sur une carte de visite et sur une signature d'email. Donc ça, c'est une première différence. Le terme General Counsel, il condense tout ça. Et d'autre part, et c'est à mon avis ce qui est le plus important, c'est donc un terme anglo-saxon qui vient de la conception du droit et de la place du General Counsel / directeur juridique dans l'entreprise. On est dans une société américaine qui est, comme chacun le sait, très judiciaire, très contentieuse d'une certaine façon, et on a souvent tendance à dire que le chef d'entreprise, il ne sort jamais ou il ne va jamais une négo sur un dossier sans prendre l'avis de son avocat, de son general counsel en entreprise. Donc ça veut dire que là, ça traduit bien la place
du directeur juridique slash general counsel auprès du dirigeant et le rôle qu'il a pour l'accompagner. Et c'est surtout ça, ce que ça véhicule le terme de general counsel, c'est le premier conseiller de l'entreprise, le premier conseiller du président ou du CEO et son conseiller confident. Certains parlent de trusted advisor et je trouve que ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est vraiment un conseiller de confiance à qui on peut tout dire. Ouais, un petit clin d'œil à Pierre Landi, là. Absolument, c'est le copyright de Pierre Landi. Il se reconnaîtra, Pierre. Tout à fait. Et c'est vraiment un conseiller confident à qui on peut tout dire et qui doit pouvoir aussi tout dire. Là, ça marche dans les deux sens. Et voilà, pour moi, donc le General Counsel, en résumé, c'est à la fois une question de positionnement et de rôle auprès du CIO et en même temps de périmètre d'activité. Et je trouve que le terme du directeur juridique ne reflète pas ces deux ensembles. D'ailleurs, je militerai quasiment pour qu'on labellise le terme General Counsel plutôt que directeur juridique. Bon, alors, l'inconvénient, c'est que c'est un terme anglo-saxon et que c'est pas terrible, mais on parle bien de plus en plus de CIO versus directeur général. Pourquoi ne parlerions-nous pas de General Counsel plutôt que de directeur juridique? Je lance ça. Tu lances, ok. Eh bien, écoute, c'est lancé et peut-être que la FGE te suivra ou le cercle, je ne sais pas. Alors, du coup, comment on fait quand le General Counsel ou le directeur juridique, il n'est pas rattaché au CEO ou au directeur général? Est-ce que c'est handicapant d'après toi pour la direction juridique? Comment on fait pour y remédier? Avec quels arguments? Enfin, comment on fait? Parce que c'est pas toujours le cas. Soit on est rattaché aux directions générales, soit souvent, enfin souvent encore maintenant un peu, à la direction financière en fait. Si vous êtes rattaché au CEO ou au DG, que vous faites partie du COMEX, vous connaissez et vous mesurez beaucoup mieux la stratégie de l'entreprise, vous connaissez beaucoup mieux vos pairs, vous pouvez échanger avec eux en temps réel, vous avez une information de première main, vous exercez évidemment pas votre métier de cette façon-là, en étant présent dans ces instances et auprès de ce CEO, que si vous avez l'information par un compte-rendu de votre N+1. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Bon, on voit depuis plusieurs années maintenant ces rattachements-là, donc au plus haut niveau de l'entreprise et dans les instances, qui évoluent de façon positive année après année. Les différentes études de la FGE du Cercle le montrent, ça progresse de plus en plus. Donc ça, c'est heureux. Ça veut dire que cette conscience-là, elle infuse de plus en plus. Alors, il y a encore quelques rattachements qui ne sont pas effectivement au CIO. De temps en temps, on voit un rattachement au DAF ou au CFO. Je pense que ce n'est pas le plus opportun parce que la dimension financière a tendance à cannibaliser la dimension juridique. Donc, pour moi, il faut le revendiquer au début. Et je pense que ça fait partie des choses que tous les juristes, quel que soit leur niveau de responsabilité, doivent revendiquer en l'expliquant comme je viens de le faire. Et ça démontre la place du juridique dans l'entreprise. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment discuter au moment des entretiens d'embauche. D'abord, il faut poser la question parce que souvent, certains juristes ne posent pas la question. Donc, ça commence par là. Et quel est le rattachement? Et après, comprendre pourquoi il y a ce rattachement et d'échanger sur le sujet en disant pourquoi vous l'avez rattaché au CFO si c'est le cas. Est-ce que c'est une conception qui est arrêtée? Est-ce que c'est une conception temporaire? Si c'est vraiment, j'allais dire, un deal breaker pour la négo, bon, à ce moment-là, je pense que ça peut se discuter dans le temps, en disant, bon, OK, on commence comme ça, mais engageons-nous mutuellement à faire le point et à se dire que dans un an ou deux, il y aura une évolution. En tout cas, il faut poser le sujet sur la table et pour moi, et y revenir si besoin, quoi. Ouais. Il faut impérativement y revenir, mais je pense que vraiment que s'il y a un mouvement de fond, en plus, j'allais dire, de tous les juristes qui le revendiquent, quelque part, il n'y aura plus le choix que ce positionnement soit le bon. Il faut oser le faire à tous les niveaux de seniorité dans toutes les entreprises. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, par exemple, dans les startups, qui sont des entreprises qu'on le vend en poupe, où les rattachements au CIO sont paradoxalement pas la majorité. Donc, c'est assez étonnant d'ailleurs. Moi, ça m'interpelle beaucoup parce qu'on voit que dans ces entreprises modernes qui sont sur des modèles anglo-saxons, des taux de rattachement au CIO et des présences au COMEX qui sont bien moindres. Donc là, je pense qu'il faut que les gens se réveillent dans ces entreprises-là. Bon, il y a un appel qui est lancé. Hein. Personne n'est visé, mais… Absolument. Alors, après 15 ans dans les télécoms,
je crois, en 2016, tu me dis si je me Ouais, trompe, tu vas travailler c'est dans ça, l'événementiel sportif. Alors, tout à comment tu fait. décroches ce poste et puis comment être recruté dans ce secteur quand on vient pas du tout de ce secteur? Ça m'interpelle en fait. Parce que moi Ouais, aussi, j'ai changé beaucoup de secteur et du coup, on m'a posé souvent cette question, donc maintenant, je te la pose. mais merci, mais effectivement, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, il y a plusieurs réponses pour expliquer ça. D'abord, et tu l'as très bien démontré toi-même à plusieurs reprises, je pense que dans nos fonctions, des fonctions. Alors moi, je préfère le mot fonction transverse que fonction support. J'aime pas le mot fonction support que je trouve là aussi trop réducteur. Et je trouve que fonction transverse qui infuse est beaucoup plus parlant et en termes de positionnement par rapport à ce que je disais tout à l'heure et du rôle de la fonction, c'est plus juste. Mais dans ce rôle de fonction transverse, on doit avoir, je pense, une capacité à changer de secteur et à s'adapter à différents secteurs avec la curiosité d'esprit dont tu faisais état tout à l'heure en s'intéressant aux différents business. Donc, on doit être capable de passer d'une industrie à l'autre. Ça, c'est le premier élément de réponse. Le second, c'est que finalement, entre Orange, Virgin, AvanQuest ou Microsoft, Roland Garros, en l'occurrence, la Fédération française de tennis, il y avait quand même quelques points communs. Ça ne sortait pas de nulle part comme ça. Les points communs, c'était que il y a un certain nombre de sujets business comme les contrats de droit télé, par exemple, ou les contrats de sponsoring, qui sont les deux plus grosses sources du revenu du tournoi de Roland-Garros, qui lui-même fait 80% du chiffre d'affaires de la Fédération française de tennis. Bon, il se trouve que quand j'étais à Roland-Garros, je vendais ces droits-là. Je vendais les droits télé à France Télé, à Amazon, à Eurosport. Et pour les partenariats, c'est pareil, je vendais les contrats de partenariat pour qu'on ait BNP, Peugeot autour du central de Roland-Garros. En fait, ça, c'était des business que j'avais fait, mais avec une casquette d'acheteur. Quand j'étais chez Orange ou chez Virgin, par exemple, on achetait des droits télé pour mettre sur la box ou pour mettre sur le portail Wanadoo à l'époque. Et le sponsoring, Orange, par exemple, ou Wanadoo ont été sponsors d'un certain nombre d'événements. Donc, ce n'était pas des choses qui étaient totalement inconnues et sur lesquelles il y avait un écart aussi grand qu'il n'y paraît. C'est juste que j'ai changé de casquette. Je suis passé d'une casquette de juriste acheteur à une casquette de juriste vendeur sur ces business-là. Et après, il y a toute la partie, j'allais dire, B2C sur des conditions générales, sur la billetterie, sur de la digitalisation, qui était assez similaire d'une structure à l'autre. Donc, c'est pas si loin que ça, même s'il y a une capacité de s'adapter. Alors, je vais faire aussi ma curieuse, parce que je ne connais pas, moi, ce secteur. Quelle est la culture juridique, justement, dans le milieu de l'événement sportif? Est-ce qu'il y a une confiance qui est donnée dans la fonction juridique, notamment? Alors, la Fédération française de tennis, puisque c'était la structure juridique qui est propriétaire de Roland-Garros, du tournoi de Bercy, du Rolex Paris Master, elle a deux branches, deux jambes, j'allais dire, sur lesquelles elle s'appuie dans son activité. D'une part, il y a cette activité d'événementiel sportif, d'organisation de tournois, qui lui assure ses revenus, et on travaille énormément dessus. C'est une très grosse machine, assez fabuleuse à vivre de l'intérieur. Et sa deuxième jambe, en fait, j'allais dire, vraiment sa raison d'être dans une fédération sportive, c'est de développer la pratique du tennis. Il y a vraiment ces deux pans. Et de ce point de vue-là, la Fédération française de tennis est un petit peu particulière dans le monde des fédérations sportives. Parce que si on regarde bien dans ce monde des fédérations sportives, c'est la seule en France qui a un événement comme Roland-Garros, qui est un événement international mondial de renommée très très forte, qui s'organise chaque année. Il n'y a pas d'autre fédération sportive qui a cette chance-là. Quand vous prenez même la fédération française de foot, qui est la plus grosse en termes de licenciés, il y a 2 millions de licenciés en foot versus 1 million au tennis, ce qui est assez logique puisqu'il y en a qu'un sport collectif, donc forcément il y a plus de monde qu'un sport individuel. La Fédération française de foot, à part la Coupe de France de foot, elle n'organise pas d'événements. Donc la Fédération française de tennis a cette particularité. Et en fait, il y a un peu de monde. On a l'impression d'être dans une holding avec quasiment 2 filiales. C'est pas du tout juridiquement comme ça que ça se passe, mais ça donne un petit peu
impression-là. On a l'impression que d'un côté, il y a une filiale qui s'occupe de l'événementiel sportif qui est Roland-Garros et l'organisation des tournois. Donc là, avec un aspect très business dont je parlais tout à l'heure, hein, sur des droits télé, des CGV, de la billetterie, du digital, du sponsoring, etc., etc. Donc là, c'est très proche d'une entreprise. Et puis de l'autre côté, il y a cette activité fédérale, alors là, qui est beaucoup plus institutionnelle, qui est beaucoup plus politique aussi. Il y a beaucoup de considérations politiques, moi, que j'avais un petit peu minimisé quand je suis arrivé dans cet environnement-là. Les fédérations, elles sont gouvernées par des présidents qui sont élus tous les 4 ans et qui sont élus avec un comité de direction qui lui-même est composé de gens qui sont élus aussi tous les 4 ans. Donc, il y a beaucoup de considérations politiques. Et là, c'est un environnement assez différent du monde de l'entreprise, moi, sur lequel j'ai beaucoup appris de ce point de vue-là. Et quel a été ton quotidien en tant que General Counsel, et notamment pendant la crise Covid-19, parce que il devait y avoir des enjeux assez, enfin, très, très, très importants dans l'événementiel sportif à ce moment-là. Globalement, tous les juristes de France et de Navarre ont été sursollicités pendant cette période de crise Covid. Alors, je trouve qu'il y a un côté assez positif d'ailleurs dans cette crise. Je pense que ça a mis en lumière aussi finalement un rôle et une plus-value des juristes et des directeurs juridiques. Je vais prendre un exemple, c'est que évidemment toutes les notions de force majeure et toutes les clauses de force majeure dans les contrats, en général, on dit, bon, ça c'est un truc à discuter de juriste en juriste et les opérationnels s'en foutent un petit peu. Là, bizarrement, toutes les clauses de force majeure et tous les contrats ont été relus, y compris par des opérationnels, et c'est devenu un des points clés pour savoir si on pouvait arrêter les contrats, les continuer ou pas. Donc c'est devenu quelque chose d'assez clé et assez pivot. Et aujourd'hui, à la lumière de cette crise Covid, les clauses de force majeure sont regardées de façon très différentes dans leur appréhension. Voilà. Aujourd'hui, on se dit plus c'est théorique, ça peut pas arriver, quoi. C'est intéressant parce que là aussi, en termes de positionnement et de rôle, dans la plupart des entreprises, il y a eu des cellules de crise qui ont été constituées, qui ont été créées, et quasiment systématiquement, les juristes étaient présents dans ces cellules de crise. Donc, ça montre aussi leur importance. Je suis pas sûr qu'il y a 10 ou 20 ans, les juristes aient été systématiquement présents dans les cellules de crise. Donc, il y a une évolution là-dessus sur leur importance et sur leur plus-value. Mais oui, ça a été très challengeant. Et honnêtement, je pense qu'on a tous un petit peu souffert j'allais dire, de l'inflation législative à ce moment-là, avec des décrets qui en chassaient d'autres, sur lesquels on n'avait pas forcément d'écho en amont. On découvrait un petit peu les choses, fallait les interpréter. Ça a été un petit peu compliqué à gérer. Donc, il y avait ça rejoint d'ailleurs le côté lobbying et affaires publiques dont je parlais tout à l'heure, qui pour moi fait partie de la dimension juridique, quoi. Si on arrive à anticiper les choses ou être présent dans ces discussions, ben, on les subit moins. Donc, typiquement, voilà, on parlait de General Counsel tout à l'heure, dans la dimension de General Counsel, je pense que les affaires publiques ont une place très importante. Donc là, on a parlé des défis, là, effectivement, que les juristes et les General Counsel ont dû relever pendant cette crise, mais tu en as parlé un peu. Quel bénéfice la crise a eu alors, plus sur les méthodes de management, on va parler cette fois, et de communication en entreprise. Est-ce que toi, tu as vu une évolution là-dessus? Alors, si on parle de cette crise Covid, je pense qu'il faut qu'on parle un peu télétravail parce que ça a été quand même une forme de révolution, là forcément, et notamment pendant le confinement, ça s'est imposé à nous. Donc ça a été quand même des révolutions qu'il a fallu gérer et de temps en temps, j'allais dire sans filet, sans historique. Voilà, ça a été des méthodes de travail, y compris managériales d'ailleurs, assez nouvelles à gérer. Moi, j'ai toujours été plutôt favorable au télétravail. Je l'ai pratiqué avant ce confinement au sein de mes équipes et avec certaines personnes. Donc, autant je suis plutôt favorable au télétravail, autant je suis plutôt défavorable au tout télétravail. Je ne crois pas du tout, comme l'ont fait certaines entreprises et comme certaines continuent à le faire, pour une raison qui me paraît assez évidente. C'est-à-dire que je ne vois pas comment on peut créer de cohésion d'équipe. Et moi qui adore le sport, le mot équipe a une connotation particulière, quoi, de cohésion d'équipe, de sentiment d'appartenance à des valeurs d'équipe
et à des valeurs d'entreprise. On parle souvent beaucoup à juste titre de valeurs d'entreprise, de partager ses valeurs, de, de, Culture de, d'entreprise, oui. de culture d'entreprise, voilà, exactement, et d'adhésion à ces valeurs, de raison d'être de plus en plus. La culture d'entreprise, les valeurs, la raison d'être, pour moi, ça peut pas se passer en full remote sans jamais mettre les pieds dans l'entreprise et en ne voyant les gens que par télétravail. Parce que ce qui me paraît le plus important dans ces périodes de télétravail-là, et ce qui manque beaucoup, je trouve, ce sont tous les moments un petit peu officieux, les moments off, on va dire. Ouais, Euh, informel. Ouais. Exactement, les moments informels à la machine à café où on se croise, où on se dit des choses, où on dit tiens, il faudrait que je te vois sur tel sujet et puis je te rappelle cet après-midi. Et finalement, c'est comme ça qu'on va avoir une information super importante pour la suite d'un dossier. Donc, je pense qu'il faut qu'on garde des systèmes un petit peu hybrides. Moi, une ou deux journées de télétravail par semaine, ça me paraît bien, mais il faut que les gens se voient et quand ils sont dans leur bureau, il faut qu'ils soient dans leur bureau ensemble. Parce que si effectivement ils tournent et que chacun est là une journée par semaine sans se voir, ça n'a pas beaucoup d'intérêt non plus. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit sur ces méthodes hybrides parce que le télétravail a eu des très bons côtés, notamment chez les juristes, parce que c'est qu'on est un métier où on a besoin de temps en temps de moments de réflexion, de calme, et de ce point de vue-là, le télétravail a pu être une très bonne chose parce qu'on avait le temps de se poser, d'être moins dérangé par le téléphone, par les gens qui passent dans les couloirs, etc. Donc, il y a eu des côtés très positifs pour le métier de juriste et son exercice. Mais voilà, je ne suis pas, moi, favorable à du full remote et il faut que les gens continuent à se voir et à créer du lien. Quel conseil tu pourrais donner aux juristes qui nous écoutent et qui souhaitent travailler dans le milieu sportif, parce que toi, tu es aussi un grand sportif, ou l'événementiel, ou qu'est-ce que tu pourrais leur dire? À part, j'ai compris qu'il faut faire un peu attention à la dimension politique, si j'ai bien compris, mais en tout cas l'avoir en tête. Mais Ça, je peux le confirmer. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais effectivement, la dimension politique, il faut avoir ça en tête, surtout quand on est en haut de la pyramide, on est très exposé de ce point de vue-là. Je dirais plusieurs choses. Il y a cette curiosité, montrer l'envie qu'on a pour le secteur. Donc, si c'est pour le sport, il faut le démontrer. Comme si on est passionné, j'en sais rien, moi, de chocolat, aller travailler pour une entreprise qui fait du chocolat. Donc, il y a cette dimension de curiosité et d'envie. Après, il ne faut pas se tromper non plus. Moi, c'était assez marrant parce que lorsque j'avais des entretiens avec des candidats pour rejoindre l'équipe, ils me disaient beaucoup qu'ils adoraient le droit du sport. Et je leur ai fait développer en disant c'est super, mais c'est quoi pour vous le droit du sport? Il n'y a pas une dimension droit du sport, en tout cas à la fait tennis, aussi importante que ça. Il y en a évidemment une grosse partie sur la dimension fédérale. Il y a un certain nombre de choses qui viennent du code du sport, mais en revanche, dans cette dimension événementielle très forte qu'a Roland-Garros, on est beaucoup plus proche du droit de l'organisation d'événements, donc d'un droit commercial beaucoup plus classique que du droit du sport en tant que tel. Quand vous négociez des droits télé, ça s'appuie sur les droits que vous avez issus du code du sport, mais la négociation d'un contrat de diffusion de Roland-Garros, modulo quelques aspects spécifiques, elle est assez similaire à celle que une maison de production négocie avec TF1, par exemple. oui. Donc là, on n'est pas du tout dans du droit du sport. Quand vous faites de la vente de billetterie, que ce soit de la vente d'un spectacle ou de la vente d'un tournoi de tennis ou d'un match de foot, l'aspect droit du sport, il existe, mais ce n'est pas l'élément principal. Donc voilà, il ne faut pas se tromper, en tout cas, pour la fédération de tennis ou ce type d'organisateur d'événementiel-là sur le sport, parce qu'on entend par droit du sport. Moi, ce que j'entends vraiment par droit du sport, ça va être des règlements sportifs en matière de classement, de dopage ou de choses comme ça. Bon, il n'y a pas tant de gens que ça qui ont envie de faire du droit du sport de cette façon-là. Après, voilà, c'est un événement et je trouve que c'est un milieu qui est assez fascinant. Moi, encore une fois, j'adore le sport, je le pratique, je le vis au quotidien et j'ai été très heureux de passer 5 ans formidables dans cet événement-là et dans cet univers-là.
Après, voilà, c'est un monde un peu particulier. On parle de la famille du sport. La famille du sport a des liens de temps en temps un peu particuliers. Faut pas être trop fan aussi, ça c'est important. C'est un Ah oui, conseil que je d'accord. peux donner. Moi, souvent, j'avais plein de gens qui me disaient, ouais, moi je joue au tennis, je suis fan de sport, etc. C'est très bien parce que ça montre une curiosité, c'est plus facile de travailler dans un milieu dans lequel on a Oui, une qu'on aime. appétence, Oui. etc. Maintenant, faut pas être trop fan parce que faut pas être trop spectateur, quoi. Ah d'accord, oui. On agit et je pourrais dire pareil sur le monde du spectacle. Si vous adorez les concerts et que vous travaillez à l'Accor Arena et que pendant les concerts vous allez regarder le concert, bon bah non, c'est pas votre boulot, quoi. Donc faut pas être trop fan. Non, mais c'est pour ça que je le dis Ouais, parce ouais, non, mais que c'est important de le dire, effectivement, j'aurais pas pensé à cet aspect-là. Donc, Et alors, en plus de tout ça, du sport et de ton métier de General Counsel, tu es vice-président de la FJE. Donc, la FJE, on ne présente plus, mais c'est quand même l'Association française des juristes d'entreprise. Donc, tu t'investis effectivement beaucoup dans la promotion et le rayonnement du métier de juriste. Et tu es aussi membre très actif du Cercle Montesquieu, qui est l'association des directeurs juridiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces deux associations? Qu'est-ce que tu y fais? ouais, avec plaisir. Donc effectivement, l'Association française des juristes d'entreprise est une dame qui a maintenant un peu plus de 50 ans. Moi, ça fait 22 que j'y suis. Je m'y suis investi très jeune. D'abord en tant que membre adhérent simple, et puis après j'ai pris des fonctions pour m'occuper de la commission des juristes juniors. C'est assez logique vu que j'étais junior. Puis je me suis occupé de la fonction des managers juridiques avec mon camarade Jean-David Sichel. On a fait un binôme pendant 4-5 ans à l'époque, et maintenant j'en suis à mon 4e mandat d'administrateur et j'en suis le vice-président. Euh, moi, c'est quelque chose dans lequel je trouve beaucoup de richesse. Donc, on est là dans un engagement bénévole, associatif, entre pairs, hein, et j'y trouve beaucoup de richesse, quel que soit le métier, la fonction que j'ai occupée, que ce soit dans des grosses ou dans des petites entreprises. Dans des grosses, ça m'a permis un petit peu quand j'étais chez Orange, par exemple, où il y avait 600 juristes, ça me permettait d'aller trouver, j'allais dire, une respiration autre. Dans des groupes comme ça, en général, vous avez la politique maison, vous discutez entre vous. Bon, vous pouvez avoir tendance de temps en temps à se dire, est-ce que ce qu'on fait dans le groupe est toujours bien? Est-ce que c'est la parole d'évangile, ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que font d'autres personnes de façon un petit peu différente? Et de temps en temps, ça peut permettre de se benchmarker, d'échanger avec des gens dans des secteurs différents, voire concurrents. Donc, dans une grosse structure, moi, ça m'a aidé à faire ça. À l'inverse, dans une plus petite structure comme Virgin ou AvantQuest, ou quand vous êtes juriste unique, moi, je l'ai jamais été, mais ça peut être le cas, on voit beaucoup d'adhérents de l'association qui, en tant que juriste unique, ont besoin de se rassurer. Ils se sentent, pour le coup, un petit peu isolés. Donc là, ça ne leur donne pas une respiration, mais au contraire, un champ beaucoup plus large. C'est-à-dire que vous avez besoin de, quand vous êtes tout seul dans une entreprise, juriste unique, responsable juridique, de temps en temps, vous avez besoin de dire, mais est-ce que ce que je fais est effectivement bien, et j'ai besoin de me rassurer sur ma pratique. L'association sert à ça. Alors, la FJE, c'est 7000 membres, donc il y a tous les types de juristes qui sont présents, des juristes juniors jusqu'aux directeurs juridiques, et 600 directeurs juridiques. C'est très présent en région aussi, ça a beaucoup évolué. Maintenant, on a 35% de nos adhérents qui sont en région. Donc, les régions sont très dynamiques aussi. Et ce maillage et cette représentativité sont extrêmement importantes. Oui, c'est Et le important de cercle, le dire, effectivement, qu'en région, on les salue d'ailleurs, parce que on a tendance parfois à être un peu parisien, mais dans les régions, la FJU elle fait énormément de choses et sont très dynamiques. Donc, effectivement, il faut le dire. ouais, et c'est important, les régions, franchement. Il y a des régions qui sont très dynamiques, qui nous aident beaucoup. On arrive à prendre aussi le pouls des remontées sur des sujets, c'est-à-dire comme le sujet de l'avocat en entreprise, sur lequel on a été très mobilisé, par exemple. Et donc, ce maillage-là et cette représentativité est vraiment une crédibilité pour l'association. Alors, on parlait du Covid tout à l'heure, et c'est vrai que du coup, les séminaires maintenant en distanciel, comme on dit, en webinaire, nous ont aussi aidé à partager beaucoup plus les événements qu'on faisait, qui de temps en temps étaient un peu trop parisiens. Donc, évidemment, avec un webinaire, vous pouvez avoir tous les gens de toute la France qui assistent. Donc, ça nous aide beaucoup aussi, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel
en tant qu'association aussi, c'est du bénévolat. Donc, il faut donner pour recevoir. Il ne faut pas être juste consommateur. Si vous y allez juste pour recevoir, c'est bien, mais je trouve que c'est un peu dommage parce que plus vous vous investissez, alors en fonction de votre temps, de vos affinités, de vos compétences, de vos appétences, vous allez vous faire un réseau. C'est très important de se faire un réseau professionnel, et puis vous allez créer des affinités, des amitiés. Moi, j'ai maintenant des gens qui sont des amis et que j'ai découverts à la FJE, quoi. Donc de ce point de vue-là, c'est très important. Et un mot sur le cercle, alors où je suis un peu moins actif, parce que je peux pas tout faire non plus. Et voilà, mais maintenant, en plus, ces deux associations travaillent très bien ensemble, ce qui était moins le cas il y a quelques années. Elles se sont beaucoup plus rapprochées, et à titre personnel, à mes yeux, elles devraient le faire encore plus. Mais donc le cercle Montesquieu, là, ça n'est que des directeurs juridiques, il y a à peu près 400 membres, et c'est des associations qui sont très complémentaires. Au cercle Montesquieu, justement, on parle beaucoup de la thématique dont on a parlé sur General Counsel, directeur juridique, et là aussi, c'est un atout important dans cette association-là qui compte. Exactement. On arrive déjà à la fin, François. Est-ce que je peux te demander comment te contacter si les auditeurs veulent prendre attache avec toi? Alors, avec grand plaisir. Tout le monde est bienvenu pour me contacter. Il y a un moyen très simple, c'est LinkedIn. Moi, je suis assez actif sur LinkedIn, que vous me contactez par ce moyen-là. Je réponds, on se voit, on se parle sans aucun problème, et je le ferai avec grand plaisir. Alors, je mettrai effectivement ton profil LinkedIn dans la description. Est-ce que tu peux faire un petit mot de la fin, peut-être? D'abord, merci beaucoup, Delphine, de cette invitation. Moi, je suis toujours passionné de parler de mon métier et de partager comme ça, et je trouve que ces formats de podcast sont vraiment très adaptés pour être dans l'échange et dans le partage. Donc bravo pour ce podcast, et merci pour cette invitation. Et puis si les gens veulent réagir sur ce qu'on a partagé, encore une fois, ils sont les bienvenus pour commenter, pour échanger. C'est comme ça qu'on nourrit la réflexion et nos débats. Donc exactement. Si vous avez des choses à faire partager sur le positionnement d'entreprise des juristes, le General Counsel, voilà. N'hésitez pas surtout à nous écrire, à faire des commentaires, on y répondra avec grand plaisir. J'étais ravie, François, de t'avoir dans le podcast Tout droit tout simple, et puis comme je dis toujours à mes invités, tu reviens quand tu veux, et puis je te dis une très bonne semaine. Merci Delphine, à bientôt. À bientôt François, au revoir. Au revoir. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou votre métier, contactez-moi sur le site Tout droit tout simple.